Bonjour à toutes et à tous. On va passer une demi-heure, trois quarts d'heure pour évoquer un sujet qui vous tient sûrement à cœur, c'est l'investissement locatif et les moyens en fait d'investir. Donc je me présente pour commencer, Jean-Paul Durand-Lot. Je suis associé d'Uso Solutions depuis une éternité, on va dire, et j'aime bien en fait ce domaine-là. C'est pourquoi je vous présente ce sujet sur la location meublée. Donc, la location meublée connaît un certain engouement et on va voir en fait les raisons de cet engouement qui est, à notre avis, complètement justifié. Donc, on peut investir de façon classique en location nue et être passible des revenus fonciers, mais ça montre rapidement ses limites, notamment s'il n'y a pas d'importants travaux, parce que les charges déductibles sont assez faibles. Et en ce moment, on a des taux d'intérêt en plus très faibles, ce qui fait qu'on arrive rapidement à, je dirais, une fiscalité importante. Et compte tenu de la progressivité de l'impôt sur le revenu, vous savez, en fait, il y a 5 tranches de 5 à 45%. La pression fiscale devient très très forte, pratiquement insoutenable dans certains cas, notamment quand on a un emprunt à rembourser et que les échéances d'emprunt sont calées en fait sur les loyers. Donc certains choisissent plutôt la SCI à l'impôt société, qui permet de faire de la location nue, mais aussi de la location meublée. Et donc là, l'énorme avantage, c'est que toutes les charges sont déductibles. On a un taux d'imposition relativement faible, puisque jusqu'à 38 120 de résultat fiscal, on est à 15%. Et au-delà, maintenant, vous savez, ce taux diminue et aujourd'hui, on est à 25%. Mais avant de conclure que prématurément, on va dire que la SCI à l'impôt société est plus favorable que le loueur en meublé classique, en meublé non professionnel notamment, il faut aller jusqu'au bout du bout et voir qu'est-ce qui se passe quand on veut retirer complètement ses billes. C'est-à-dire, on a fini de rembourser l'emprunt, on vend l'immeuble, qu'est-ce qui reste à l'investisseur? Donc, première comparaison, on va faire les revenus fonciers contre, ça c'est le premier match contre LM non P ou LMNP. Donc, là, je vous ai fait un petit tableau comparatif entre revenus fonciers et meublés. Donc, j'ai pris l'hypothèse d'un appartement qu'on achetait pour 140 000 € avec des frais d'acquisition de 18 500, le tout étant amorti en fait sur 25 ans. Dans le cadre, bien sûr, du loueur en meublé, puisqu'on va voir que pour les revenus fonciers, justement, l'immeuble n'est pas amortissable. C'est financé par un emprunt de 158 000 €, c'est-à-dire qui finance nos frais d'acquisition avec un taux de 1,60%. Alors c'est vrai que maintenant c'est un peu plus difficile parce qu'on nous demande d'apporter, je dirais, au moins l'équivalent des frais d'acquisition, mais de toute façon, la comparaison reste valable même si l'emprunt ne finance pas les frais d'acquisition. Donc qu'est-ce que l'on a en revenus fonciers? En revenus fonciers, j'ai supposé qu'on avait un loyer de 760 € par mois, ce qui nous fait des revenus à l'année, des loyers encaissés de 9 120 €, des recharges pour 3 438 qui vont intégrer l'assurance, des charges de copropriété, la taxe foncière et bien sûr les intérêts d'emprunt. Donc 3 438, ce qui nous donne un résultat fiscal imposable, 9 120 moins 3 438, 5 682. Au niveau d'une année, des 20 années, puisque j'ai un emprunt sur 20 ans, donc j'ai fait mon calcul sur les 20 années qui viennent, donc ça me fait 200 000 € de revenus, 68 000 € de charges déductibles, un résultat fiscal imposable de 132 511. Je considère que mon taux marginal d'imposition est en pourcent. Vous savez, en fait, on l'a dit tout à l'heure, il y avait 5 tranches. Je suis dans la tranche où je suis imposé à 30%. Et j'ai bien sûr des prélèvements sociaux du 17,2%. Donc,
la première année en 2021. Si j'applique en fait ce barème 30% de TMI plus mes prélèvements sociaux, ça me donnera un impôt sur le revenu et une CSG CRDS de 2682 pour l'année. Je rembourse mon emprunt, capital d'emprunt, ce qui fait que j'aurai un effort financier à apporter de 4 338 € pour l'année 2021. Et pour mes années 2021 à 2040, mon effort financier sera de 84 523. Donc un effort quand même significatif. Je fais la même chose, même étude, mais là je suis en loueur en meublé. Donc, bien sûr, j'ai les mêmes revenus. J'ai mes 200 000 € de loyer sur les 20 années. J'ai mes autres charges qui sont identiques. J'ai une nouvelle charge qui apparaît, c'est la CFE, puisque l'administration fiscale considère que le loueur en meublé est une activité professionnelle et donc passible à ce titre de la CFE, que j'ai estimé à 400 € le minimum par an, ce qui me fait 10 000 € en fait sur les 20 années de remboursement de l'emprunt. Donc ça, c'est la première différence, on va dire défavorable, bien sûr, parce que c'est une charge supplémentaire par rapport au revenu foncier. Par contre, j'ai une autre différence qui, elle, est très favorable, c'est l'amortissement. En fait, dans le cadre du loueur en meublé, je peux amortir ma construction, ce que je ne peux pas faire en revenu foncier. Et c'est là tout l'avantage, en fait, du loueur en meublé. J'ai donc un amortissement de 5 780 qui se calcule. Donc là, j'ai supposé qu'on amortissait le bien sur 25 ans. Comment se calcule cet amortissement? Je prends en fait mes 140 000 € d'investissement. Mon terrain n'est pas amortissable. Je n'ai pas la valeur de mon terrain parce que très souvent, malheureusement, dans l'acte, on n'a pas la valeur du terrain. Je l'ai estimé à 10% en fait de la valeur d'acquisition. Donc là, mon terrain, je déduis de la valeur d'acquisition mon terrain de 14 000 €. J'ajoute en fait mes frais d'acquisition de 18 500. Amorti sur 25 ans, ça me donne en fait une dotation pour l'année de 5 780, soit pour mes 20 années, 115 600. Et ça, à la différence en fait de mes revenus fonciers, je vais pouvoir le déduire de mon revenu encaissé. Ce qui me fera une base imposable en termes de revenu fiscal de 6 837 pour les 20 années. Vous voyez, même la première année, je suis en déficit. Et pour les 20 années, j'ai 6 837 d'imposition, de résultat fiscal. Et ceci supporte la même imposition que dans le cadre des revenus fonciers, à savoir en fait une TMI appliquée de 30%, plus des prélèvements sociaux de 17,20%, ce qui me fera une imposition en fait de 3 199. Donc, quel effort financier je dois faire dans le cadre d'une location meublée? J'ai mes revenus de 200 000 €, j'ai ma charge complémentaire de CFE de 10 074. Mes amortissements ne sont pas en fait un décaissement, c'est simplement une écriture comptable qui me permet de minorer mon résultat fiscal, donc je ne l'intègre pas dedans. Par contre, j'ai bien sûr mes autres charges. Je vais déduire l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, le capital de l'emprunt, et donc mon effort financier n'est plus que de 39 262 €, c'est-à-dire moins de la moitié moins par rapport au revenu foncier. Donc on voit en fait tout l'intérêt du loueur en meublé qui minore en fait la base fiscale imposable. On va faire une autre comparaison maintenant avec la SCI à l'IS. Donc, au niveau de la SCI à l'IS, j'ai les mêmes charges et les mêmes revenus et mêmes charges déductibles. Je considère que c'est du meublé. Je pourrais avoir en fait de la location nue, mais je considère que c'est du meublé et donc j'ai une CFE imposable de la même façon en fait que dans mon loueur en meublé classique. Au niveau de mon résultat fiscal, j'ai la même chose, c'est-à-dire 6 837 dans l'un et l'autre cas.
J'applique par contre là, non pas l'impôt en fait, au taux progressif, puisque j'ai une société qui est imposée distinctement, donc j'applique l'impôt société à 15%, puisque je suis en dessous des 38 120, ce qui me fait un impôt société de 1 083 €. Je fais le même calcul que tout à l'heure pour savoir quel va être mon effort financier, et dans ce cadre-là, mon effort financier est moindre, puisqu'en définitive ici, j'ai un impôt qui est de 1 083, alors qu'en location meublée directe, j'ai un impôt au niveau de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 3 199 €, ce qui fait que mon effort financier qui était de 39 262 € dans la location meublée n'est plus que de 37 146. Donc on pourrait en conclure que la SCIS en fait, est plus avantageuse, ou au moins, enfin, équivalente, on va dire, à un investissement dans le cadre d'une location en meublé directe. Alors c'est vrai, en cours de remboursement d'emprunt, comme le montre mon exemple. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui va nous rester une fois en fait que l'on va vendre le bien et que l'on va vouloir récupérer en fait l'argent, et notamment l'argent qui va se retrouver au sein de la société, au sein de la SCI. J'ai pris l'hypothèse que le bien acquis 140 000 € serait vendu 300 000 €. Donc, qu'est-ce qui me reste comme trésorerie après la vente de ce bien? Donc, j'ai fait un effort financier au niveau des revenus fonciers de 84 523. J'encaisse 300 000 €. Il va me rester ici 215 000 € dans le cadre des revenus fonciers. Au niveau de la SCI, j'ai fait un effort de 37 146 €. J'encaisse 300 000 €. Il me reste 262 000. Et dans le cadre de mon loueur en meublé direct, j'ai fait un effort de 39 000. J'encaisse mes 300 000. Il me reste 260 000. Donc on voit que là, bon, pour l'instant, on a quasi équivalence au niveau du loueur en meublé et de la CIS. Par contre, il faut que, bien sûr, vous le savez, à chaque fois que l'on encaisse quelque chose, généralement, il y a de l'impôt à la clé. Et donc là, il faut que je puisse déterminer ma plus-value sur mon prix de cession du bien immobilier et l'imposition qui en découle. Donc, au niveau des revenus fonciers, ma plus-value est calculée à partir, en fait, de mon prix d'acquisition initial, c'est-à-dire est égal à la différence entre mon prix de cession moins mon prix d'acquisition plus mes frais d'acquisition. C'est-à-dire, ça me donne donc une plus-value de 141 500. Je pourrais même, et là je ne l'ai pas fait, je pourrais même rajouter, puisque je possède le bien depuis plus de 5 ans, rajouter de façon forfaitaire des frais d'entretien égal à 15% du prix d'acquisition initial. J'ai donc une plus-value de 141 500 qui est taxable dans le cadre de la plus-value des particuliers. Et donc, vous savez qu'on a des abattements qui dépendent de la durée de détention du bien, et on se retrouve complètement exonéré si on possède le bien depuis plus de 22 ans, donc ça c'est dans le cadre de l'impôt sur le revenu, ou plus de 30 ans dans le cadre en fait des prélèvements sociaux. Donc compte tenu de la durée de détention du bien, j'ai un abattement sur ma plus-value de 96%, et dans le cadre des prélèvements sociaux de 26,4%. Ce qui fait que, en définitive, je vais avoir pratiquement pas d'imposition au niveau de l'impôt sur le revenu. La plus-value immobilière est taxée à 19%. Je vais avoir une imposition à 1 075 €. Et au niveau des prélèvements sociaux, ce sera un peu plus important, bien sûr, j'aurai 17 913. Et donc, en trésorerie nette, je prends donc ma trésorerie après encaissement, 215 477, duquel je vais déduire mon impôt sur le revenu majoré des prélèvements sociaux, et il va me rester 196 000.
ce qui est déjà pas négligeable pour avoir acheté quelque chose, on va dire 140 000 plus frais d'acquisition. Donc on voit que voilà, c'est... Maintenant, on va prendre, plutôt que de passer à la SCIS, on va prendre en comparatif le loyer en meublé direct. Donc, même chose, j'encaisse mes 300 000, il me reste 260 000 de trésorerie, et là, au bonheur, ma plus-value est calculée comme pour les plus-values de revenus fonciers des particuliers. C'est-à-dire que je ne tiens pas compte des amortissements déduits, je tiens compte de mes abattements pour calculer ma plus-value et j'ai exactement le même calcul. J'ai la même plus-value, les mêmes abattements, la même imposition. Alors, comme je pars effectivement d'une trésorerie, d'un effort financier qui est la moitié de celui que j'ai fait en revenu foncier, à la sortie, forcément, ma trésorerie nette est nettement plus intéressante. Et donc, j'ai une trésorerie, un gain net de 241 750. Donc, on voit tout l'intérêt, c'est que par rapport au revenu foncier, en cours de vie, en cours de remboursement de l'emprunt, dans le cadre du meublé, je réduis ma base imposable des amortissements. Par contre, au moment en fait de la revente, du calcul de la plus-value, je ne tiens plus compte en fait de ces amortissements. Et donc, compte tenu de ces éléments-là, en fait, on a cette modalité d'investissement de loyer en meublé est beaucoup plus, enfin, est nettement plus favorable puisqu'on a tous les avantages. Si je compare avec la SCIS, qui est avantageuse en cours, je dirais, d'emprunt, puisqu'on voit que l'effort financier est semblable dans les deux cas, SCIS et loyer en meublé. Par contre, j'ai déjà un premier problème, c'est au niveau du calcul de la plus-value, puisque là, dans le cadre du calcul de ma plus-value, je tiens compte des amortissements que j'ai déduits, alors que ce n'est pas le cas dans le cadre de du loyer en meublé. Donc, ma plus-value est déterminée de cette façon-là, j'ai mon prix de cession, j'enlève en fait mon prix d'acquisition, j'enlève en fait bien sûr mes frais d'acquisition, et là il n'y aurait pas de montant forfaitaire, ce serait le montant réel, et j'enlève par contre mes amortissements. Et ce qui fait que j'ai une plus-value, bien sûr, qui est plus importante, et la différence, ce sont mes amortissements. Donc cette plus-value, bien sûr, est taxable à 15%, mais aussi à 25%, parce que là, je dépasse les 38 120 de base imposable, ce qui me donne une imposition de 60 463. Et donc, on voit donc que la différence entre ma plus-value et mon imposition, j'ai une somme de 196 000 qui correspond en fait au résultat net sur cette plus-value nette d'imposition. Là, ce que j'ai, c'est ma situation au niveau de la SCI. L'argent est dans la SCI, il faut maintenant que je le sorte. Et on sait très bien que lorsqu'on sort de l'argent d'une société, c'est jamais neutre pour le contribuable. Et donc, il y a de l'impôt à payer. Et donc, j'ai un impôt à payer pour sortir mes dividendes. Donc, mes dividendes correspondent à mon résultat net sur ma plus-value, c'est-à-dire plus-value nette de mes impôts. Et puis, si on regarde on revient sur la diapo précédente, on voit qu'on avait aussi un petit résultat net ici de 5 754, c'est-à-dire mon résultat fiscal moins mon impôt. Et donc, c'est le bénéfice distribuable, qui provient essentiellement, bien sûr, de ma plus-value. Là-dessus, j'applique en fait le prélèvement forfaitaire unique par simplification. Je pourrais utiliser le barème de l'impôt sur le revenu. Donc, j'applique en fait 30% à mes 196 637 plus mes 5 754, ce qui me donne un impôt à titre personnel de 60 000. Et donc, si je reprends ma trésorerie après encaissement de mon prix de vente, l'impôt sur les sociétés que paye la SCI suite à la plus-value réalisée sur la vente de l'immobilier, plus l'impôt que moi je vais payer à titre personnel, il va me rester que 141 674. Donc, si on fait le match
la finale entre les trois façons d'investir dans l'immobilier locatif. On voit que le plus favorable, c'est le loueur en meublé. Ensuite viennent les revenus fonciers. Et enfin, c'est la SCIS qui arrive en fait en dernier et de façon assez significative. Donc, je vais dérouler en fait ma présentation. Je reviendrai aux questions. J'ai oublié de dire ça, veuillez m'en excuser. Je reviendrai aux questions que vous avez posées dans le chat à côté. Donc, on voit qu'en fait, le loueur en meublé est quand même relativement avantageux au niveau fiscal, puisque l'effort financier demandé est nettement moins important que dans le cadre en fait, des revenus fonciers principalement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à une époque récente, la location meublée n'était pas encadrée. Et c'est la loi Allure qui est venue l'encadrer. On va dire que la protection du locataire, dans le cadre du meublé et de la location nue, est un peu similaire, mais il reste quand même des différences. Et par contre, dans le cadre de la location saisonnière, il y a peu de réglementation. Alors, quels sont les avantages? Enfin, que moi j'ai considéré comme des avantages dans la location meublée par rapport à la location nue, c'est par exemple en fait des durées de baux qui soient inférieures. On a 1 an au lieu de 3 ans, ce qui fait que si on veut récupérer son bien, on n'a pas besoin d'attendre 3 ans. Et même dans le cadre de baux de 9 mois à des étudiants ou des apprentis, il n'y a même pas de tacite reconduction. L'autre point, c'est qu'on a un dépôt de garantie 2 mois au lieu d'1 mois. Alors vous me direz, effectivement, il y a un petit peu plus d'investissement de par le fait qu'il faille meubler le logement. Mais on sait qu'aujourd'hui aussi dans les locations nues, notamment dans toute la partie cuisine, très souvent les cuisines sont équipées et on peut dire que c'est déjà en partie meublé, au moins au niveau de la cuisine. Ensuite, autre avantage, au niveau du préavis de congé du bailleur, là on a un préavis de 3 mois au lieu de 6 mois. En cas de vente, on n'a pas de droit de préemption du locataire en cas de congé pour vente. Et ensuite, autre avantage, parce qu'on n'est pas forcément toujours dans les clous quand on fait de la location nue, dans le cadre de la location meublée, les charges en fait peuvent être forfaitaires. Alors, en cours de location, je dirais de l'année même, sur l'année même, on ne peut pas faire de rajustement en fait des charges. C'est-à-dire que si on a minoré les charges, on ne pourra pas faire de rattrapage, de régularisation. Par contre, on peut l'année suivante revoir en fait le niveau de charge forfaitaire. On a une rentabilité plus élevée, ce qui peut tomber sous le sens compte tenu qu'on investit un petit peu plus compte tenu des meubles qu'il faut installer dans la location. Mais on voit bien dans les locations courte durée, la rentabilité est vraiment beaucoup plus importante et sans rapport avec l'effort financier qui est au fait de meubler l'appartement. Au niveau du régime micro, parce que vous savez, on a un régime micro en foncier, et ce régime micro en foncier, le seuil est de 15 000 € avec un abattement de 30%. Là, en fait, on a un régime micro avec un seuil plus élevé, qui est de 72 600 € et un abattement de 50%. Le seuil est même, en fait, plus important, largement plus important, de 176 200 € si c'est du meublé de tourisme classé, et avec un abattement de 71%. Donc on voit que régime micro, rien que cette partie-là, est plus intéressant. Après, objectivement, je ne pense pas, sauf cas très particuliers, on ait un intérêt à opter pour le micro, notamment dans le cadre d'un investissement avec des loyers classiques, on aura plutôt intérêt à être au niveau du réel. On peut avoir dans certains cas une réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité. Alors c'est vrai que dans le cadre des revenus fonciers,
les honoraires comptables sont déductibles, comme dans le meublé, mais par contre, normalement, les frais juridiques ne sont pas déductibles, et ils le sont dans le meublé. Mais en plus de cela, on peut avoir une réduction d'impôt égale aux 2/3 en fait, des frais de tenue comptable. Alors, ça suppose, je dirais, une adhésion à une association de gestion qui va coûter environ 250 €, 200, 250 €. Mais on pourra avoir une réduction d'impôt égale aux 2/3 en fait, des frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à l'association de gestion. Bon, limité, hein, la réduction ne pourra pas dépasser 915 €, mais vous voyez, ça laisse déjà une bonne marge au niveau des honoraires comptables, on va dire. Alors, exonération d'IFI possible, mais très difficile, et je ne vais peut-être pas trop m'étendre sur le sujet, puisque ça suppose un exercice à titre principal de l'activité meublée. Et donc, quand vous êtes en activité professionnelle, c'est difficile de défendre que vous passez plus de 50% de votre temps à gérer votre meublé si vous êtes par ailleurs gérant d'une société, salarié, etc. Donc, voilà, c'est quand même très difficile à obtenir. On a en fait une possibilité d'imputation des déficits sur le revenu global si on est en loueur en meublé professionnel. Donc ça, c'est un autre avantage. Alors, le meublé, s'il présente beaucoup d'avantages, a quand même quelques inconvénients, comme partout. L'un, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît bien, puisque le meublé suppose une comptabilité commerciale, donc une liasse fiscale de type société ou entreprise commerciale, CERFA 2031, alors que quand vous faites du revenu foncier, c'est 2044. Vous êtes en recette dépenses quand vous faites du revenu foncier, alors que normalement ici, c'est une comptabilité d'engagement quand on est en meublé. On a une cotisation foncière des entreprises, ce que l'on n'a pas en location nue. Quelque chose qui peut être un peu dommageable, et heureusement, en fait, ce sont des cas assez rares, mais qui peuvent arriver, c'est lorsqu'il y a un décès, l'indemnité de remboursement d'assurance qui va couvrir le solde de l'emprunt va être imposable. Si on est au régime réel, bien sûr. Si on est au micro, bien sûr, ça ne sera pas imposable. On a une solidarité de paiement de la taxe d'habitation avec le locataire, ce qui n'existe pas en location nue. Si on se réserve en fait l'occupation temporaire, enfin d'une partie de l'année du bien qui est loué, on sera obligé en fait de verser un loyer. Alors qu'en revenu foncier, c'est l'inverse, on va ne pas déduire les charges correspondant à la période où on va conserver le bien à disposition personnelle. Et bien sûr, ce loyer va être un loyer classique. On ne peut pas mettre un loyer qui va être 50% d'un loyer qu'on aurait obtenu si on avait loué le bien un tiers. Alors après, il peut être inférieur pour de bonnes raisons, parce que c'est des périodes creuses, etc. Mais voilà, en LM non P, on doit comptabiliser un loyer. Le préavis du locataire est d'1 mois, donc voilà, c'est un plus court que dans le cadre, alors ça c'est le cadre de l'habitation principale, mais en location nue, ça va être 3 mois. Là, c'est un préavis d'1 mois. Si vous êtes dans une situation, enfin une zone tendue, ça ne pose pas trop de soucis. Si c'est une zone où en fait il n'y a pas trop de demandes, voilà, ça peut être un peu plus difficile. Une autre particularité aussi, c'est qu'au niveau du régime micro, les seuils s'entendent, charges comprises, c'est-à-dire que le montant que vous allez déclarer, ce ne sont pas simplement en fait, le loyer que vous avez encaissé, mais c'est le loyer plus les remboursements de charges que vous aurez obtenus. Alors, ce n'est pas toujours respecté, mais normalement, c'est recette, charges comprises. Au niveau de la taxe d'habitation, vous pouvez l'avoir en plus de la CFE si vous vous réservez en fait la jouissance du bien
hors période de location. Enfin, et ça c'est une nouveauté, voilà, on en parlera à la fin, qui est un petit resserrement en fait des avantages du loueur en meublé, c'est que sont apparues en fait des cotisations sociales pour les locations saisonnières qui excèdent 23 000 euros. Donc, après avoir présenté les avantages et les inconvénients du loueur en meublé, pourquoi ne pas étudier le passage d'une location nue en meublé? Donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que faire du meublé dans une SCI, ce n'est pas conseillé. Pour la bonne et simple raison, c'est que si vous passez, si votre meublé, vos revenus meublés sont supérieurs de 10% aux recettes globales de la SCI, où là vous avez, je dirais, de la location nue, la SCI va passer à l'impôt société automatiquement. Et on a vu que à la sortie, quand on veut récupérer en fait ce qu'on a investi dans une SCI, on a vu que l'imposition est assez dissuasive. Donc si on ne prend pas garde, on peut très bien se retrouver dans le cadre d'une SCI à dépasser ces 10% et se retrouver à l'impôt société. Et même quelquefois, par ignorance, on va faire du meublé dans une SCI et se retrouver en fait imposé à l'impôt société alors que c'est ce que l'on ne souhaitait pas. Quand on passe d'une location nue à une location meublée, il faut prendre garde au fait que l'on n'ait pas bénéficié d'une imputation sur le revenu global consécutif à des déficits fonciers. Vous savez, quand vous avez des déficits fonciers non générés par des intérêts d'emprunt, vous avez, vous avez, puisque ce n'est pas une option, vous avez une imputation sur votre revenu global du déficit à concurrence en fait de 10 700 euros, le reste étant reporté en fait sur les 10 années suivantes. Et donc, si vous avez eu ça, le fait de passer avant l'échéance des 3 ans en meublé, ça va remettre en cause cette imputation de déficit sur votre revenu global. Ensuite, il faut vous déclarer en tant que loueur en meublé. Dans les 15 jours en fait, du début d'activité, donc c'est le tribunal de commerce qui est compétent, normalement, notamment pour les loueurs en meublé non professionnels. Vous avez, on en a parlé, régime micro possible. Et autre point très important, c'est que lorsque vous allez commencer votre activité meublée, vous n'êtes pas obligé de retenir la valeur auquel vous l'avez acquis, mais vous pouvez très bien le réévaluer à la valeur d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'évaluer à la valeur où vous allez l'inscrire, puisque je parlais tout à l'heure qu'il y a une comptabilité commerciale, on a donc un bilan actif, passif, on va l'inscrire en fait à l'actif de ce bilan, et là, on peut retenir la valeur au moment où on va inscrire ce bien à l'actif. Il est quand même conseillé de recourir à un professionnel avec quelques attestations voilà, pour prouver la valeur du bien. Et on voit qu'aujourd'hui, si on veut faire du meublé, bien c'est le moment ou jamais, puisque l'immobilier quand même a pris depuis quelques années pas mal de valeur. Ce qu'il faut quand même faire attention, c'est à la cohérence avec d'autres sources d'informations. Notamment si vous êtes à l'IFI, ça sera compliqué d'expliquer qu'entre l'IFI et puis votre meublé, on passe du simple au double. Ou dans le cadre d'une succession récente. Vous savez, c'est souvent dans ce cadre-là où on ne prend pas garde, je dirais, aux distorsions, je dirais, d'informations qu'on a un contrôle fiscal par la suite. On a le problème du terrain. Puisque comme on l'a vu précédemment, le terrain n'est pas amortissable. Et la manière de déterminer le terrain, c'est vraiment pas le plus facile. On a l'habitude de prendre
un pourcentage en fait du prix global, mais c'est une méthode empirique. Et normalement, il faudrait soit avoir la valeur du terrain qui figure dans l'acte si c'est une acquisition récente, mais c'est rarement le cas. Et il faudra avoir des comparaisons, mais ce n'est pas facile non plus à obtenir. Et donc voilà, c'est un des points qui n'est pas facile à déterminer. On retient un pourcentage qui va varier, par exemple, de 5 à 40%. Si vous avez un appartement où, en fait, on possède des millièmes du sol, et donc on aura une valeur de terrain qui sera bien plus faible. Et si vous avez une maison au bord de la mer ou une maison à Paris, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, on pourra sûrement aller jusqu'à 40% de valeur de terrain. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de contrôle à ce sujet-là, pas trop de soucis, mais c'est sûrement un point auquel il faut faire attention. Donc, ne pas trop, même si c'est tentant, ne pas trop minorer la valeur du terrain pour maximiser les amortissements. Voilà, parce que ça peut être remis en cause. Les amortissements se calculent à partir de l'entrée du bien au bilan. Donc, ça veut dire que si vous commencez à amortir, vous avez acquis votre bien en 2015, vous l'avez mis en location nue. Vous le passez en meublé en 2021. Vous allez commencer à l'amortir en 2021 sans considérer que vous auriez dû l'amortir avant et que donc les amortissements passés sont perdus. On commence à amortir en 2021. La seule petite chose, c'est que si vous passez en fait du micro au régime réel, le micro meublé, bien sûr, en fait, les abattements intègrent les amortissements. Et là, par contre, si vous passez du micro au réel, on considérera que la période d'imposition au micro, cette période-là d'amortissement est complètement perdue. La particularité du meublé, je vous ai dit que les amortissements étaient déduits. Mais les amortissements sont plafonnés. C'est-à-dire que les amortissements ne doivent pas générer un déficit. La partie des amortissements qui génèrent un déficit sont reportés, ils sont stockés et reportables indéfiniment. Donc, à un moment donné, vous allez les utiliser puisque quand votre immeuble sera complètement amorti, vous aurez forcément un bénéfice fiscal avant amortissement et là, vous pourrez en fait imputer vos amortissements que vous aurez stockés mis de côté. D'accord ? Et ça, entre nous, ce n'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Puisque si vous aviez en fait un déficit fiscal meublé, vous ne pouvez pas l'imputer sous votre revenu global, sauf en loueur en meublé professionnel. Là, je me situe dans le loueur en meublé non professionnel. Donc, ce déficit fiscal, quand il y en a un, il ne peut pas être imputé sur le revenu global, il peut simplement être imputé en fait, sur les bénéfices fiscaux meublés des 10 années ultérieures. Donc on voit même que dans ce cadre-là, en fait, c'est plutôt un avantage, puisque si vous décidez, par exemple, disons, les frais d'acquisition, je les amortis, enfin, je les passe en charge la première année, ben, dans la plupart des cas, quand on fait ça, ça génère en fait un déficit et qu'on n'arrive jamais en fait à éponger. Les calculs le montrent, la plupart du temps, il est préférable d'amortir les frais d'acquisition. Le bénéfice meublé est taxé de la même façon qu'un revenu foncier. C'est soumis au barème progressif. Vous avez les prélèvements sociaux de la même façon et vous avez ça vous le voyez peut-être dans votre déclaration d'impôt sur le revenu quand vous avez des revenus fonciers, il y a une partie des prélèvements sociaux qui sont déductibles du revenu global de l'année suivante, à hauteur de 6,8%. Alors la loi Allure, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La loi Allure est venue à encadrer en fait la location meublée quand c'est une location à usage d'habitation principale pour le locataire. Donc, je ne vais pas prendre l'ensemble des clauses prévues en fait dans cette loi. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait,
bien sûr, l'habitation doit être meublée de façon à pouvoir y vivre convenablement aux exigences, au regard des exigences de la vie courante. Et un décret vient définir la nature du mobilier que doit comporter le meublé. Et il y a 11 items, donc je ne vais pas les reprendre, mais ce qui est important, c'est que quand vous allez signer votre bail, c'est que vous listiez bien, en fait, ce mobilier que doit comporter le meublé, puisque c'est au travers du bail que vous allez déterminer si c'est du meublé ou pas. Donc, vous voyez, en fait, par exemple, des étagères de rangement et luminaires, des tables et sièges, des ustensiles de cuisine. Voilà, donc il doit y avoir l'ensemble de ces éléments-là, et il faut absolument que cet inventaire figure, je dirais, en annexe du bail, et c'est lui qui fera foi en cas de contrôle. Alors, le mobilier peut ne pas convenir au locataire. Alors, comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas mettre des vieux casserols, quoi. Il faut mettre des choses, voilà. Mais il peut arriver que le locataire, pour une raison X, dise ben non, moi je veux ramener mon canapé, etc. Ça ne va pas en fait mettre fin à votre location meublée. Il suffit simplement que ces biens que vous avez mis dans le meublé soit à disposition du locataire. Le fait qu'il ne les utilise pas n'a pas d'incidence sur la qualification du bail. Je rappelle que le décret ne concerne pas en fait les résidences touristes et les locations saisonnières. Alors, concernant les autres mesures pour le meublé, on a vu les cotisations sociales qui viennent se rajouter depuis une date récente pour les locations saisonnières. Donc, dès que l'on dépasse 23 000 euros, on a normalement en fait des cotisations sociales. Et quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais qui est un commentaire de l'URSSAF, c'est que même si mes locations saisonnières ne dépassent pas 23 000 euros, mais que j'ai par ailleurs d'autres locations meublées à usage d'habitation principale, et que globalement je dépasse les 23 000 euros, alors je serai soumis aux cotisations sociales avec impossibilité d'en sortir. C'est-à-dire que une fois que je suis rentré dans le système, je ne peux plus en sortir. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, les commentaires de l'URSSAF sont ceux-ci. Le loueur en meublé professionnel, lui, en fait, est considéré comme un professionnel, donc est soumis à cotisation sociale. Même chose pour un gérant majoritaire de CRL de famille, qui est en fait même soumis en fait aux cotisations sociales. Ce qu'il faut faire attention également, c'est que si vous avez le statut de loueur en meublé professionnel, c'est la taxation des plus-values court terme aux cotisations sociales. On peut exonérer, bien sûr, au niveau fiscal de ces plus-values, dans certains cas, mais en aucun cas des cotisations sociales. Et donc, quand vous avez une plus-value court terme, notamment à concurrence des amortissements qui ont été déduits, ça peut être assez douloureux au niveau financier. Alors, une petite chose, une petite précision, mais qui devront peut-être être, voilà, qui va peut-être évoluer durant le temps, ne serait visé par, au niveau des locations saisonnières, ne serait visé par l'imposition aux cotisations sociales que ceux qui loueraient leurs biens de façon saisonnière à titre personnel, c'est-à-dire de façon personnelle, ou en passant par des plateformes. Une réponse en fait Pellois exonérerait ceux qui passeraient en fait par des agences. Ils ne seraient pas à ce moment-là soumis aux cotisations sociales. Mais on attend en fait, puisque c'est des choses très récentes, on attend en fait des commentaires parce que là, il y a vraiment une distorsion, je dirais, d'imposition aux cotisations sociales entre ceux qui le feraient directement ou passeraient par des plateformes et à ce moment-là seraient soumis aux cotisations sociales et ceux qui passeraient par une agence et qui à ce moment-là se verraient exonérés des cotisations sociales. On attend de plus amples commentaires. Alors la taxe d'habitation,
Elle est à la charge en fait du locataire au 1er janvier d'imposition. En cas de location saisonnière, dont le propriétaire se réserve la jouissance en dehors des périodes de location, alors là, on peut avoir un cumul en fait de la CFE et de la taxe d'habitation. Et c'est notamment le cas, puisqu'on le voit assez souvent, de location, par exemple sur la côte, où l'administration a du mal à admettre, alors peut-être parfois à juste raison, que le propriétaire ne vient pas profiter de sa résidence, de la location saisonnière qui va se trouver en fait sur la Côte d'Azur, par exemple. Je l'ai déjà dit aussi tout à l'heure, on a une solidarité dans le cadre du meublé au niveau de la taxe d'habitation entre le locataire et le bailleur pour son paiement. Alors, la location meublée est une activité professionnelle passible de la CFE. Il n'y a pas de CFE, en fait, si cette location meublée émane d'une partie de votre habitation personnelle. Alors, il faut vraiment que ce soit votre habitation personnelle. Si ce sont des annexes, etc., théoriquement, en fait, la location meublée est soumise à la CFE. Dans le cadre d'une location à titre d'habitation, vous êtes soumis à une CFE, normalement le montant minimum, qui souvent est inférieur d'ailleurs au montant de la taxe d'habitation. Il n'y a que pour les locations saisonnières où en fait la CFE est calculée sur la valeur locative des biens loués. Et donc là, en fait, la CFE peut être bien plus importante, puisque ce n'est plus le montant minimum qui est appelé, mais c'est basé sur la valeur locative. On peut néanmoins faire baisser en fait cette taxe en calculant, enfin en demandant un dégrèvement pour plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Alors, le loueur en meublé professionnel, au niveau impôt sur le revenu, puisqu'en fait on a des conditions qui sont un peu différentes entre loueur en meublé professionnel dans le cadre de l'impôt sur le revenu et loueur en meublé professionnel dans le cadre de l'IFI. Dans le cadre en fait de l'impôt sur le revenu, il faut que vos recettes soient supérieures à 23 000 € et que les recettes du loueur en meublé soient supérieures aux autres revenus du foyer, sauf les revenus du patrimoine. Donc ça inclut notamment dans les revenus du foyer les pensions de retraite. Le déficit est imputable sur le revenu global, contrairement aux loueurs en meublé non professionnels, mais on a toujours la limitation de l'article 39C, c'est-à-dire que les amortissements ne doivent pas générer un déficit. Et donc là, même cas, ces amortissements sont reportés, stockés et reportés. On n'est plus dans le calcul des plus-values des particuliers, avec des abattements en fonction de la durée de détention, mais dans le cadre des calculs, dans le cadre des plus-values professionnelles, avec exonération sous conditions, notamment sous conditions d'exercice de l'activité de loueur en meublé professionnel et de seuil de chiffre d'affaires. Si on est exonéré de cotisations, attention, au niveau des plus-values, exonéré de, non pas de cotisations, mais de plus-values, attention au niveau des cotisations sociales, les plus-values court terme ne sont jamais exonérées. Alors, en conclusion, on voit quand même que la location meublée, c'est sûrement le meilleur support possible pour investir dans du locatif. Alors, c'est vrai qu'il y a eu en fait quelques restrictions, et notamment dans le cadre de la loi de finances pour 2009, qui a durci le régime du loueur en meublé professionnel au niveau de l'IR. C'est vrai qu'on a vu apparaître les cotisations sociales pour les loueurs en meublé en fait saisonniers, courte durée. C'est vrai que maintenant, les revenus sont transmis directement par les plateformes à l'administration fiscale et sociale. Donc voilà, difficile d'échapper, je dirais, aux déclarations, enfin l'imposition fiscale des revenus de location meublée.
On a aussi quelques rapports qui sont sortis et qui considèrent que c'est vraiment un effet d'aubaine, hein, puisque on déduit en cours de remboursement d'emprunt, enfin, on va dire les amortissements, et qu'on n'en tient pas compte pour le calcul de la plus-value, qu'on bénéficie en fait du même régime favorable de calcul des plus-values des particuliers, et que donc ces rapports suggèrent de limiter ce régime de location meublée celle qui concerne le secteur social, c'est-à-dire voilà, en faveur de personnes défavorisées, et les EHPAD également, dont on parle beaucoup en ce moment. Mais ma conclusion sera la suivante, c'est qu'en attendant, pourquoi ne pas le faire? Puisqu'en définitive, il n'y a pas en fait je dirais, d'effet négatif, et notamment au niveau du calcul de la plus-value, la durée de détention ne se calcule pas à partir du moment où vous mettez en location meublée, mais à partir du moment où vous avez acquis le bien. Donc, si vous avez mis votre bien en location nue pendant 20 ans, la durée en fait de détention pour le calcul des abattements partira à partir du moment où vous avez acquis le bien, même si vous l'avez laissé en location nue pendant 20 ans. Donc, ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que la plus-value ne se calcule qu'au moment où vous vendez le bien. Donc, si vous faites de la location nue, puis de la location meublée, et ensuite que vous arrêtez, vous n'avez pas de plus-value. Votre plus-value, elle sera calculée quand vous vendrez votre bien. Voilà. Dans le cas de la location meublée non professionnelle, la plus-value se calculera toujours en fonction du moment où vous allez vendre votre bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais regarder les quelques questions qui ont été posées. Alors, c'est un problème de son au départ. Est-ce que l'on aura accès au support? Oui, parce que de toute façon, le support, il y a un replay pour ceux qui sont inscrits. Ensuite, ça sera mis en fait sur YouTube. Donc, il n'y a pas de souci. Je vois que Hélène avait répondu entre-temps. Alors, 10% pour la valeur du terrain, en fait, tout dépend ce que c'est. C'est tout dépend où ça se trouve. Là, j'ai pris 10%, c'était pour l'exemple. Hein, mais c'est peut-être sûrement... Enfin, si vous voulez, si vous trouvez en pleine campagne, peut-être que les 10%, ça va suffire parce que le terrain ne vaut pas grand-chose. Hein, entre nous. Si vous vous retrouvez au niveau du bord de mer, c'est peut-être pas 10%, c'est peut-être même pas 30%, peut-être que c'est 40% qu'il faut prendre. Et ça, c'est pas toujours très évident. Alors, c'est vrai que on aura toujours tendance à essayer de minimiser un peu. Hein. Voilà. Ce qu'il faut, c'est faire des choses un peu cohérentes et pas prendre 5% quand vous êtes en bord de mer ou quand c'est un appartement, enfin une maison, je dirais, sur Paris ou même sur Poitiers, quoi. Voilà. Après, pour l'instant, on n'a pas trop de contrôle. C'est à l'administration de démontrer que la valeur que vous avez retenue n'est pas la bonne. Donc ça, c'est aussi un petit avantage parce qu'il faut des comparatifs, des valeurs vénales de terrain, et donc les preuves ne sont pas toujours faciles à réunir, ou par rapport à je dirais, à une construction neuve et duquel en fait on va l'équivalent de la construction par rapport au prix que vous avez indiqué va vous donner, si on fait une construction à neuf, combien ça coûte. Vous avez mis en fait un certain montant, on va faire la différence, mais voilà, c'est pas forcément très évident pour l'administration. On n'a pas trop en fait pour l'instant de problèmes à ce niveau-là, mais voilà, il faut rester raisonnable. Oui, bien sûr. Alors, peut-on passer des revenus fonciers à LM non P, pardon, si on respecte les critères et si le locataire est d'accord? Oui, mais il faut signer un bail.
Voilà. Il faut signer un bail, il faut se déclarer auprès de l'administration par le biais d'une inscription au registre de commerce, mais il n'y a aucun souci. Si en fait votre logement répond aux critères en fait du meublé, avec un bail en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'il faut re-signer un bail, vous pouvez tout à fait passer. Et d'ailleurs, je dirais presque, voilà, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, c'est pas ce que je vais dire, mais on peut le faire sans difficulté. La seule petite chose, c'est que si votre bien est en SCI, là, vous allez passer à l'IS. Et on voit que pour sortir des SCIS, ce n'est pas forcément le plus favorable. L'indivision, non, pas spécialement. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur l'indivision? Vous serez forcément en indivision, par exemple, si vous êtes marié en séparation de biens. En séparation de biens, on ne peut pas inscrire la totalité de l'immeuble sur un seul copropriétaire. On va forcément faire une déclaration en indivision. Même chose si vous êtes pacsé, on aura une indivision également. Donc voilà, après, il n'y a pas, si vous voulez, il y a quelques petites particularités, mais ce qu'il faut savoir, voilà, si vous êtes marié sous le régime de la communauté, pas de souci, le bien dans sa globalité peut être inscrit au nom d'une ou l'autre personne du couple. Par contre, si vous êtes en séparation de biens, il faut passer par l'indivision. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de contrôle non plus à ce niveau-là. On a aussi quelques moyens de contourner un peu le problème, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est vraiment des choses très, très particulières. Ben oui, je sais bien. Une question inconvénient du LM non-P, il faut produire des états financiers, oui. Sauf si vous êtes au régime micro. Mais le régime micro, sauf avoir un bien, on peut passer au régime micro ultérieurement, quand le bien est complètement amorti, etc., et qu'il n'y a plus d'amortissement, ou que ce soit un bien très, 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 très rentable. Mais voilà, le régime micro n'est pas vraiment favorable et c'est vrai qu'il faut déposer des documents fiscaux. Mais je dirais que par rapport à l'économie financière que vous faites, sincèrement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Après, je ne pense pas qu'en fait que toutes les surfaces, alors je ne parle pas en location saisonnière, mais en location d'habitation, que toutes les surfaces se prêtent à la location meublée. Hein. Plus les surfaces sont grandes, et moins elles s'y prêtent. Mais après, voilà, on peut toujours tenter. Hein. S'il suffit qu'on soit en zone tendue, ben voilà, ça peut sûrement passer. Alors, j'ai un LM non-P qui a commencé à 1 an et demi. Le client n'a pas eu de CFE à payer. Il faut faire une déclaration. En fait, oui, parce que si vous ne faites pas de déclaration 1447, il y a toutes les chances que l'administration vous oublie. Voilà. Bon, après, vous ferez comme vous voudrez. Hein. Si vous ne faites pas cette déclaration-là, l'administration, alors c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de communication, etc. Mais moi, j'ai beaucoup de clients qui ne payent pas de CFE. Donc, ils attendent. Voilà. Les cotisations sociales, oui, c'est un inconvénient, mais c'est un inconvénient si vous avez un déficit meublé et plus sûrement, en fait, un résultat égal à 0, puisqu'on sait que les amortissements qui génèrent un déficit, on ne peut pas les compter. Ils sont simplement reportés. Donc, vous aurez, en fait, des cotisations sociales, mais d'un montant minimum et qui seront en fait déductibles. Après, ces cotisations sociales, elles ne sont liées qu'aux locations saisonnières. Si vous faites de la location pour l'habitation principale, vous n'avez pas de cotisation sociale.
Et si vous êtes, par exemple, en SRL de famille, alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais vous pouvez y échapper en confiant la gérance à quelqu'un qui n'est pas au capital ou qui sera minoritaire et que vous allez échapper aux cotisations sociales. Alors, différence entre LMP et LM non-P, ben, c'est ce que j'ai dit. Il y en a un qui est vraiment considéré comme un professionnel, où en fait on va imputer les déficits sur le revenu global, contrairement en loueur en meublé non professionnel. Et l'autre il va être soumis aux cotisations sociales dans tous les cas, alors que le loueur en meublé professionnel n'y sera soumis que s'il fait de la location saisonnière. Et puis, c'est les méthodes de calcul des plus-values qui sont différentes. Dans le cas du loueur en meublé professionnel, on va les calculer comme pour une entreprise classique, un commerçant, un artisan, etc. Alors que pour le loueur en meublé non professionnel, on va les calculer en fait comme pour un particulier, comme pour les revenus fonciers, avec un abattement pour durée de détention. Alors, si nous sommes dans le cadre d'une personne qui a fait un contrat de LMP en 2020 et qui a déclaré en revenu foncier, ben, je dirais que oui, sûrement. En fait, la question est la suivante. Si nous sommes dans le cas d'une personne qui a fait un contrat de LM non-P en 2020 et qui a déclaré en revenu foncier en 2020, alors là, on me dit, parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire les formalités, en fait, il fallait, même si vous n'aviez pas eu le temps de faire les formalités, il fallait déclarer en LM non-P, en LMNP. Même si vous n'y êtes pas inscrit, moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, plusieurs fois, et on s'est inscrit ensuite. Y a-t-il une possibilité de régulariser cette situation sur 2021 et 2022? Donc, pour moi, oui, vous avez effectivement raison, on a un réseau, enfin, si vraiment votre location, c'est du loueur en meublé, non professionnel, c'est ce qu'il faut faire valoir et déposer des déclarations rectificatives. C'est vrai qu'il aurait mieux valu les déposer en 2021, mais bon, normalement, si c'est effectivement une erreur, ce qui est votre cas, il faut en fait faire des déclarations rectificatives. Sur mon LMNP, le client doit y aller en séjour quand le bien est dispo. Ça doit être gratuit car le détail de la société de tourisme qui loue le bien, sa facture de loyer, je n'ai pas de détails dans ce loyer privé. Là, je propose que vous me contactiez parce que je n'ai pas bien compris la question. Donc, contactez-moi. Je n'ai pas très bien compris la question posée. Sûrement, oui, il doit y avoir, mais bon, contactez-moi par mail. Hélène vous donnera ça. Question suivante. Si on évalue à la valeur de marché le bien en LMNP, peut-on rajouter les frais d'acquisition à la valeur de marché? Non, non. C'est pour ça d'ailleurs que quand on achète un bien et quand vous vous inscrivez au registre du commerce, il faut faire comme départ d'activité, non la mise en location du bien, mais la date d'acquisition. Et c'est pour cette raison qu'au niveau en fait, de votre actif immobilisé, là, vous pourrez inclure les frais d'acquisition. Mais entre nous, si en fait vous possédez ce bien depuis quelques années, je dirais la réévaluation du bien à la valeur d'aujourd'hui va normalement largement couvrir vos frais d'acquisition. Mais si vous faites une évaluation aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre les frais d'acquisition. Hein. Et c'est pour cette raison que quand vous faites votre déclaration au niveau du tribunal du greffe du tribunal de commerce, il faut donner comme date de début d'activité la date d'acquisition du bien. Alors, dans quel cas conseillez-vous néanmoins la SCI à l'IS? Bonne question. Ben, quelquefois, la SCI, on n'a pas de
on n'a pas de moyens, si vous voulez, enfin, on ne peut pas faire du meublé où c'est très compliqué, c'est de l'immobilier professionnel, par exemple. Bon, voilà. On pourrait imaginer, en fait, je dirais, alors pas du meublé, mais de la location équipée, ça existe. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même nature juridique, mais ce serait envisageable. Mais là, la SCI, et donc là, on passerait forcément à l'IS aussi. En fait, la SCI à l'IS, ça peut être, par exemple, pour de la transmission, puisqu'on peut faire du démembrement et que à ce moment-là, le bien est amorti sans ça vient en déduction, je dirais, du résultat imposable, alors qu'on fait un démembrement, notamment dans le cadre d'une SARL de famille, le sujet est beaucoup plus compliqué que cela, hein, puisqu'en fait, l'amortissement est rattaché à la nue propriété. Alors que dans le cas des SCIS, les parts sont démembrées, on n'est pas en transparence fiscale, c'est la société qui est imposée. Donc, si on démembre, ça n'a aucune conséquence. Hein, et vous pouvez, je dirais, convenir de pas mal de choses. Et au niveau modalité de transmission, SCI à l'IR, c'est la même chose. Hein. Voilà. Mais SCI. Alors, quand est-ce que je conseillerais ça? Ben, par exemple, c'est quand on a des biens professionnels et que on doit emprunter et que le calcul du revenu foncier fiscal est tellement, je dirais, confiscatoire au niveau impôt sur le revenu qu'on n'arrivera jamais à rembourser l'emprunt. Donc là, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas chercher, il faut faire une SCI à l'IS. Alors, un autre point, mais là, ça suppose de garder le bien très longtemps. Il s'avère que les calculs montrent que lorsqu'on distribue des dividendes, je ne dis pas en fait quand comme on l'a vu là, on cède le bien au bout de 20 ans, mais quand on distribue les dividendes qu'on garde très longtemps, il s'avère, et je ne sais pas si ça restera une éternité comme ça, c'est pas sûr, c'est que quand on distribue les dividendes, c'est plus intéressant d'opter pour le PFU et d'avoir des dividendes que d'avoir des revenus en direct d'une SCI à l'IR. Puisque quand vous êtes en SCI à l'IR et que vous êtes imposé taux marginal, par exemple, à 41%, vous allez prendre 41% et vous allez rajouter 17,2% en fait de CG-CDS. Quand vous êtes en fait dans une SCIS, vous allez avoir un impôt à 15% et derrière, vous allez avoir un PFU à 30%. Donc, vous serez en dessous de ce que vous allez payer à l'IR. Voilà. C'est des cas, mais bon, voilà. Après, c'est quand on sort le bien où c'est un peu plus compliqué, un peu plus douloureux, on va dire. Alors, là, je ne vais pas m'avancer. Sur Paris, vous prendriez 30% en 10% pour le terrain. Je ne voudrais pas m'avancer. Là, je pense qu'il faut, voilà, il faut contacter des professionnels, des agences pour, voilà, je ne vais pas m'amuser à ça. C'est trop engageant pour vous donner une réponse fiable et que vous puissiez opposer à l'administration fiscale. Sur Poitiers, on prend entre... alors, ça dépend si c'est un appartement ou si c'est une maison. Et ça dépend aussi où ça se trouve. Si vous êtes aux couronneries, et que même si on vend un terrain nu, il y a toutes les chances que ça ne soit pas le même prix que si encore on trouve un terrain en ville, par exemple, hein, comme il s'en est vendu. C'est relativement rare, donc c'est relativement cher. Bon, après, je pense que si vous prenez entre aux environs de 15-20%, voilà, c'est contactez votre expert comptable pour échanger avec lui. Voilà, ça, je pense que ça sera, il pourra vous donner son avis et ce qu'il pratique sur les autres dossiers. C'est vrai que si c'est une maison, voilà, 5%, c'est pas possible, 10%, ça me paraît court. Mais bon, après, comme je vous le dis, pour l'instant, on n'a pas trop de contrôle. En cas de succession pour l'amortissement, on part de la date où on hérite du bien, oui. Oui, on part de la date où on hérite du bien, tout à fait.
puisqu'en fait, il rentre dans votre patrimoine à ce moment-là. Donc, même si vous l'avez mis en location nue, on va partir de cette date-là. Disponible, contactez-moi. Ce n'est pas la meilleure période, je vous le dis franchement. Est-ce que je suis disponible pour faire une étude? Ce n'est pas la meilleure période, mais voilà, contactez-moi et puis on essaiera de trouver au moins un créneau pour en parler et voir voilà, ce qu'on peut faire. Faites-vous une formation similaire? Ça va venir, mais voilà, la période est… Alors, faites-vous une formation similaire sur les investissements immobiliers avec SCI à l'IS. Ça va venir, mais sur le deuxième semestre, je ne pense pas avant. Parce que là, voilà, pour nous, vous savez, c'est une période très chargée. Et on va essayer, enfin, moi, personnellement, je vais essayer de privilégier plutôt le deuxième semestre maintenant. Comment décomposer? Donc là, en fait, on pourra, c'est pareil, contactez-moi. En fait, on a des méthodes pour décomposer. On pourra échanger là-dessus. Maintenant, il y a des critères qui sont assez bien définis. C'est pas trop le souci. Le souci, c'est plutôt la valorisation du terrain. La décomposition, parce qu'en fait, quand on fait de la location meublée comme de la location dans le cadre d'une SCI LIS, il y a une nouvelle règle fiscale qui impose effectivement la décomposition du bien, puisque en fait, la durée d'amortissement du gros œuvre va pas être la même que celle en fait des portes, fenêtres, de la toiture, etc. Et donc, mais là, je dirais que bon, c'est pas un gros souci. On a des méthodes maintenant pour faire ça. Alors ensuite, en cas d'agrandissement avec une partie de subvention, comment doit-on déclarer les travaux et la subvention? En meublé. Si c'est en meublé, de toute façon, il faut en fait tout ce qui est… Alors déjà, quand vous êtes en location nue, il n'y a rien de déductible, etc. Et quand vous êtes en meublé, il faut immobiliser et amortir la subvention. Il n'y a pas d'autre moyen. On est en fait dans une comptabilité commerciale. Donc, il faut appliquer les règles en fait du plan comptable. Il n'y a que pour le calcul de la plus-value, où on a des particularités, pour la limitation en fait de l'imputation des amortissements, où on a une particularité, mais pour le reste, on applique les règles classiques de la comptabilité des entreprises en fait. Alors là, je ne sais plus, parce que là, ça avance. Je ne sais plus où j'en suis pour tout vous dire. Ah oui, voilà. Le mail, Hélène Noël vous le donnera. OK. Bon, écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation. Si vous avez d'autres questions, écoutez, n'hésitez pas. Hélène Noël vous donnera mon mail. Compte tenu de la période, voilà, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, mais soyez indulgents. Et puis, dans tous les cas, on aura sûrement l'occasion d'échanger à nouveau, peut-être sur le sujet, quand on fera un webinaire sur la SCI à l'IS. Il y en aura sûrement un autre, mais peut-être encore dans 6 mois, sur la SCI et la transmission patrimoniale. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.